Madame la vice-présidente Farida Dani, qui est une personne très investie dans le domaine de l'éthique et qu'on a le plaisir de retrouver régulièrement là où il se passe quelque chose. Et on est heureux d'être ici avec vous, avec l'équipe de la région qui est investie dans le champ des solidarités, et j'en dirai un mot. Vous m'avez demandé d'ouvrir, après la présidente, cette rencontre en évoquant notre démarche, la démarche non pas de l'espace éthique, mais notre démarche de démocrate dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc dans mon propos, je vais essayer d'expliciter du point de vue de l'espace éthique ce qu'est notre approche des solidarités, non pas que met en œuvre, mais que fait vivre la région à travers ces projets, et puis de notre implication, et j'espère qu'elle n'est pas que théorique, aux côtés de celles et ceux qui vont s'exprimer aujourd'hui. Et il pourrait être plus nombreux, on aurait pu faire une semaine quasiment de colloques, tellement il y a des initiatives importantes, mais qui sont représentatives d'un engagement d'autant plus fort aujourd'hui dans le contexte. On a le sentiment que si on avait à rédiger aujourd'hui la Déclaration universelle des droits de l'homme et la proposer à l'ensemble des nations, il n'est pas dit qu'on parvienne à sa promulgation, comme ça a été le cas le 10 décembre 1948. Donc des combats probablement sont à mener aujourd'hui, et l'engagement de la région de ce point de vue par rapport aux valeurs de solidarité, aux valeurs politiques qui sont les siennes, nous semble tout à fait important. On est donc très honorés de participer à ce moment. En 1998, quelques mois avant sa mort dans la catastrophe du vol Swissair, vous vous en rappelez, le 2 septembre 1998, au cours d'un entretien informel que j'ai eu avec lui à l'université d'Harvard, nous évoquions avec le professeur Jonathan Mann la conquête politique et l'engagement éthique que représente la Déclaration universelle des droits de l'homme. Fortement impliqué sur le continent africain dans des initiatives de santé publique, Jonathan avait été le premier directeur du programme SIDA à l'OMS, avant d'être directeur du centre François-Xavier Bagnoud de santé publique et droits de l'homme à l'université de Harvard. Il a su imposer à la santé publique cette culture de l'attention aux droits de la personne, ce souci concret et cette prise en soin de la personne qui éprouve les vulnérabilités dans un contexte d'injustice, de relégation et de stigmatisation, au point de lui refuser la simple reconnaissance de son humanité, de son inaliénable dignité. 20 ans plus tard, pour rendre hommage à ce combattant des droits de l'homme, j'ai souhaité m'inspirer de cette conversation qu'on a eue afin d'évoquer dans ses propos introductifs à ce colloque qu'on organise aujourd'hui au Conseil régional d'Île-de-France, la signification de ces devoirs d'humanité et de solidarité pensés et vécus en fidélité au message que nous inspire la Déclaration universelle des droits de l'homme 70 ans après sa promulgation. Dans un texte publié en 1985, je me suis permis d'accompagner mon propos par les quelques citations, soyez rassurés. Il y en a assez peu, mais certaines personnes préfèrent voir le texte. Vous pourrez d'ailleurs, si vous le souhaitez, avoir à la fois le texte et le diaporama. Dans un texte publié en 1985, Droits de l'homme et bonne volonté, le philosophe Emmanuel Lévinas écrit « La découverte des droits, qui sous le titre de droits de l'homme s'attache à la condition même d'être homme, indépendamment de qualités telles que rang social, force physique, intellectuelle et morale, vertu et talent, par lesquels les hommes diffèrent les uns des autres, et l'élévation de ces droits au rang de principes fondamentaux de la législation et de l'ordre social, marque certainement un moment essentiel de la conscience occidentale. Même si les impératifs bibliques « tu ne tueras point » et tu aimeras l'étranger attendaient depuis des millénaires l'entrée des droits attachés à l'humanité de l'homme dans le discours juridique primordial de notre civilisation. Fin de citation. Même s'il trouve son inspiration dans de multiples textes, notamment philosophiques, antérieurs à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le mouvement moderne des droits de l'homme a pris sa véritable consistance à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Ces idées sont incarnées dans la Charte des Nations Unies,
un de ces 4 principes vise à la promotion du respect des droits de l'homme. Après 2 ans de travail, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies est parvenue à la rédaction de la liste des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Dès les premières lignes de son préambule, la notion de dignité à laquelle nous sommes profondément attachés trouve une signification remarquable. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue, et les mots sont importants, le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Si on était en cours d'éthique, je ferai un arrêt sur image sur ces concepts fondamentaux de liberté, de justice et cette notion de paix, surtout dans le contexte présent. Notre rapport au monde, l'ordre des choses, la vie sociale, les relations entre les personnes relèvent de la capacité, de la qualité et de la justesse d'une reconnaissance de l'homme par l'homme. Et découvrir et reconnaître en tout homme la dignité et la valeur constitutives de ce qu'est son humanité, de ce qui fonde son identité, son intégrité et ses droits, c'est le comprendre dans cette évidente proximité, cette familiarité, cette fraternité qui invite à la relation de responsabilité, à la solidarité, à ce projet de justice qui s'oppose à l'indifférence, au mépris, à l'abandon et à l'ignorance. Une des idées fondamentales de la conception moderne des droits de l'homme soutient qu'ils sont inhérents à notre humanité même. Comme personne humaine, je suis reconnu digne de ces droits. Mon humanité, ma dignité, dépendent de celles que l'on reconnaît à tout homme. Il importe d'avoir pleine conscience de cette interrelation, de cette solidarité. C'est ce qu'instituent les droits de l'homme. Il en va de même dans la suite du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui éclaire certains aspects plus concrets de notre investissement dans les champs des responsabilités humaines et sociales que nous évoquerons cet après-midi au cours de ce colloque organisé avec le Conseil régional d'Île-de-France. Considérant que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. J'imagine que vous, en tant que responsable politique, mais beaucoup de gens ici présents et engagés, pourraient dire comment ils font vivre sur le terrain, comment ils incarnent ces grands principes qui ne sont pas que théoriques. La dignité, le respect, la reconnaissance, la considération ne constituent en aucun cas des valeurs abstraites. Il s'agit de notions et d'enjeux pratiques qui définissent, pour ne pas dire qui imposent, un cadre éthique, un ordre social, et nous situent les uns à l'égard des autres en charge d'obligations réciproques. C'est ainsi que je conçois plus spécifiquement la signification de l'engagement solidaire, au service d'un projet d'humanité et d'une conception exigeante de nos devoirs de démocrates, ce que nous partageons ensemble. Il suffit que j'évoque les devoirs d'humanité pour que Xavier Emmanueli, que je salue avec plaisir, arrive dans la salle. Vous voyez, c'était une belle introduction. Peut-être en retard, mais à bon escient. Voilà. En tous les cas, une personnalité, je dis à Xavier, qui incarne pour nous ce que je suis en train d'évoquer dans ce propos liminaire. Dans le discours qu'il prononce le 11 décembre 1968, à l'occasion de sa remise du prix Nobel de la paix, René Cassin, dont vous savez qu'avec Eleanor Roosevelt, il a été un des rédacteurs de cette déclaration, présente la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je le cite, comme le premier manifeste d'ordre éthique que l'humanité organisée ait jamais adopté. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous disposions ainsi d'un manifeste et d'un dispositif explicite et cohérent à vocation universaliste.
Ce cadre conceptuel rigoureux renvoie aux aspects les plus concrets des droits de la personne. Il permet la visée d'un idéal, de fixer un horizon d'espérance à celles et à ceux qui vivent les discriminations et les injustices. Aucun État ne peut se considérer dégagé des règles que la communauté internationale a décidé de considérer de manière imprescriptible comme nos valeurs supérieures. L'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. » Nous ne sommes pas pour autant naïfs au point d'ignorer les atteintes réitérées aux principes énoncés par cette déclaration. Il n'est que d'être attentif aux événements d'actualité qui bouleversent le monde pour évaluer le chemin qui reste à parcourir. Toutefois, le mouvement est lancé. Rien ne pourra compromettre cette aspiration à la dignité et à la liberté, même si le combat mené contre les rigidités idéologiques, les obscurantismes, la numérisation et la financiarisation, pour ne pas dire la déshumanisation de nos rapports au monde, nécessite des engagements argumentés, courageux, parfois même une force d'abnégation, pour ne pas dire de résistance. Chaque jour, c'est évident, ces idées gagnent du terrain. Pour conclure, je dirais que la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen du 22 août 1795 énonçait déjà que le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs. Dans son article 29.1, la Déclaration universelle des droits de l'homme marque un même attachement à cette notion de devoir. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul est libre et plein L'individu a droit à des devoirs envers la communauté dans laquelle seul est libre et plein développement de sa personnalité est possible. Je pense qu'il y a une erreur dans ma transcription. Il me semble indispensable que nous comprenions la nature des devoirs qui nous sont impartis, chacun selon sa sphère d'action et ses domaines de compétences. C'est concevoir ainsi l'étroite relation à maintenir entre droit et devoir. L'un ne va pas sans l'autre. Nous tenons compte de nos obligations plus spécifiques à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité sociale, celles qui sont parfois dans l'incapacité d'assumer leurs devoirs vis-à-vis d'elles-mêmes, à défaut d'être reconnues dans leurs droits fondamentaux. En 1998, la Déclaration de Barcelone nous proposait une définition des vulnérabilités qu'il me semble pertinent de mentionner en ouverture de ce colloque. Les vulnérables sont ceux pour qui les principes d'autonomie, de dignité ou d'intégrité sont à même d'être menacés. Tout individu capable de dignité est protégé par ce principe. De ces prémices s'ensuit un droit positif à l'intégrité et à l'autonomie qui fonde la pertinence des idées de solidarité, de non-discrimination et de communauté. Voilà qui est clair. S'agissant de l'exercice de nos responsabilités personnelles au sein d'un système social, et plus encore d'une démocratie qui aspire à l'exemplarité et à l'universalité, ne serait-ce que dans l'affirmation de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. L'article 29.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme précise, dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien général dans une société démocratique. Il nous faut donc développer une dynamique et une créativité politique qui associe et implique l'ensemble des citoyens, des composantes associatives et socio-économiques de notre pays, dans cette mobilisation plus indispensable que jamais, au service du bien commun, des valeurs du vivre ensemble que porte notre pacte social. La région Île-de-France affirme cet engagement politique dans le cadre de son dispositif Région solidaire.
je cite, « En définitive, l'ambition est de conduire une politique fondée sur la confiance, la responsabilité des Franciliens et leur engagement direct afin de permettre à chacun de réussir son projet de vie. Confiance, responsabilité, engagement, projet de vie, ces balises ainsi fixées comme principe de l'action politique dans notre région ne sont-elles pas le socle des valeurs de solidarité auxquelles nous avons souhaité témoigner notre attachement au cours de ce colloque? Avec l'équipe du Conseil régional, l'équipe de l'initiative Région Solidaire, nous avons souhaité décliner nos approches de l'engagement solidaire à la lumière de ce qui nous est commun, de ce qui donne sens à notre unité, à notre cohérence, à ce que signifie être et agir ensemble. La première table ronde sera consacrée à réparer le lien, reconnaître l'autre, nous construire ensemble. La deuxième, c'est partager les savoirs, former, penser ensemble. Et la troisième, mobiliser, innover, réinventer, le vivre ensemble. Défendre et promouvoir les droits de l'homme relève, vous en êtes, j'imagine, tous persuadés, d'un acte de foi. Le registre des droits de l'homme constitue à la fois l'affirmation de principes inconditionnels et un système de référence qui nous engage. Nous en sommes personnellement et collectivement comptables, pour ne pas dire garants. Il s'agit pour nous d'être soucieux de ce patrimoine moral et éthique qui nous a été légué au prix de conquêtes politiques, souvent à l'épreuve de la barbarie. Dans une réflexion consacrée au care, Toward a Feminist Theory of Care, Bérénice Fischer et Joan Tronto expriment, je pense, ce qui caractérise et justifie un engagement solidaire pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. C'est avec ces deux philosophes que je conclurai mon propos. Au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Merci de votre attention. Souhaitons-nous un colloque fructueux et j'allais dire avec beaucoup finalement de discussions, d'échanges et d'envie d'avancer. Et je donne la parole à la vice-présidente Farida Haddadi.